Bonjour à tous, je suis Mickaël et dans cette vidéo, je vais répondre à une nouvelle question. C'est quoi la structuration de l'espace? C'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est la structuration de l'espace? Ah oui, pour info, je vais faire cette vidéo en deux parties. Une première partie consacrée à la recette de la paella à l'andalouse et une seconde partie qui reviendra sur pourquoi il vaut mieux regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue alors que la trilogie du Hobbit en version courte est déjà trop longue. Non, je m'égare. Une première partie sur la structuration de l'espace et une seconde partie sur la structuration du temps. Voilà. Dans cette vidéo, je vais être un peu plus précis, un peu plus technique, parce que le sujet s'y prête beaucoup. Parce que pour comprendre le fonctionnement des structurations, il me semble intéressant de comprendre ce qui se joue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai été trop loin, ou si c'est bon comme ça. Pour vous simplifier le visionnage, la vidéo, comme les précédentes et comme les prochaines, est chapitrée. Donc pour commencer, on va parler de la structuration de l'espace. Quand on parle d'autisme et d'espace, généralement, ça comprend deux aspects. Tout d'abord, il y a l'aspect physique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous évolue dans un environnement où il y a des changements qu'on perçoit en premier lieu par nos sens. Je vous renvoie vers ma vidéo précédente qui parlait des troubles sensoriels. Donc nos sens nous informent des changements de notre environnement, des changements de température, d'éclairage, d'odeur, d'humidité, etc. Ça nous permet, dès l'enfance, dès le premier âge, d'explorer, de nous approprier l'univers qui nous entoure. Donc ça, c'est l'espace physique. Et il y a l'espace psychique. On s'approprie l'espace physique en le conscientisant en espace psychique. C'est un peu barbare comme terme, mais c'est relativement simple à comprendre. En gros, déjà tout petit, au fur et à mesure qu'on grandit, on va construire notre propre pensée de ces espaces à vivre, de ces espaces physiques. Un endroit peut provoquer en nous de la joie, de la sérénité, du stress. Par exemple, disons que nous sommes heureux au travail ou à l'école. Lorsqu'on arrive dans le couloir, avant d'entrer, on est dans un bon état d'esprit. Alors que ce n'est qu'un couloir, dont la fonction n'est que de couloiriser. L'espace physique est approprié par le biais de l'espace psychique, l'environnement par le ressenti. Évidemment, ce même espace physique peut avoir un tout autre effet. Si nous ne sommes pas heureux au travail ou à l'école, il provoquera une montée de stress, d'angoisse. Un même espace physique peut avoir différentes lectures, différents échos dans notre représentation psychique. Hubert Reeves, qui était un astrophysicien, écrivait dans son livre « Poussière d'étoiles », que je conseille vraiment à tout le monde parce que moi, ce livre, il m'a vraiment mis une bonne tarte. Dans ce livre, il dit « Comme les cellules de la mère primitive, l'embryon humain se développe dans l'eau du ventre maternel. Dans l'ordre déterminé par les messages de l'ADN, le corps s'allonge, le cerveau se développe, les membres poussent et les yeux se préparent à voir. » Il conclut, et c'est là que c'est intéressant pour nous aujourd'hui, en disant « L'univers s'apprête à prendre conscience de lui-même. » La conscience crée la réalité physique. J'ai rien compris. C'est exactement ça qui se joue là. Parce que lorsqu'il parle de l'univers, il parle de nous, de l'être humain. Parce que dans son livre, il explique que tout dans l'univers, et donc nous aussi, est fait de la poussière des étoiles primitives, des premières étoiles de la création de l'univers. Ouais, moi, ce livre, il m'a complètement retourné le cerveau. Donc, on a ces deux aspects de l'espace. L'espace psychique qu'on intellectualise et l'espace physique dans lequel on évolue. Béatrice Jaricot parle très bien de ces deux aspects. Je vous mets un article très intéressant en description. Dans la structuration de l'espace, on va agir sur ces deux versants. On va agir sur l'espace physique, donc sur l'environnement, pour que la personne avec TSA l'intègre dans son espace psychique. C'est un concept indispensable dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Et la question, c'est comment on agit sur ces aspects ? Eh bien, on va structurer leur espace. En termes simples, c'est définir les fonctions de chaque lieu. Un enfant intègre les fonctions des lieux grâce à différents indices de l'environnement, mais aussi par la répétition. Par exemple, si tous les jours, en rentrant de l'école, on dit à notre enfant de prendre le goûter à la table du salon. Au bout d'un certain temps, à force de retrouver les mêmes indices, ces mêmes consignes,
l'enfant saura qu'il devra s'installer au salon pour le goûter. Et si tous les jours, lorsqu'il veut jouer avec certains jeux et qu'on l'installe au même endroit, il saura que cet espace est fait pour ça. Et donc, pour renforcer l'apprentissage de l'espace, on peut utiliser des indices comme des pictogrammes ou des écriteaux, mais j'y reviendrai. Une précision, pour éviter d'enfermer une fonction dans un lieu, notamment si l'activité peut être faite à différents endroits, on peut déplacer cette activité. Ça permet de ne pas être dépendant de l'environnement et par la même occasion de travailler la flexibilité mentale de la personne. Je vous parlerai de la flexibilité mentale dans une prochaine vidéo. Certains espaces, notamment les espaces de vie commune, peuvent être utilisés par d'autres personnes, donc ils ne seront pas toujours disponibles. Ou alors, cet environnement peut provoquer, à certains moments, des troubles sensoriels. Il y a une multitude de raisons qui font que parfois, on ne peut simplement pas faire les choses où on a l'habitude de les faire. Il faut donc anticiper ce genre de problème pour permettre à la personne de faire son activité dans différents espaces. Évidemment, on ne va pas non plus les multiplier, il faut savoir raison garder. Donc pour résumer, le lien entre espace et fonction n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'un espace peut avoir une ou plusieurs fonctions. Et on peut avoir une fonction qui se retrouve dans plusieurs espaces. Comme par exemple pour les devoirs. On peut les faire dans sa chambre au calme ou sur la table de la cuisine parce que notre frère Yoris écoute en boucle ce que pour notre plus grand plaisir. Oh, quelle horreur! L'aménagement de la structuration de l'espace pour une personne avec TSA va se faire en prenant en compte différents facteurs. Et ça, en fonction de son niveau de compréhension, que ce soit en termes de communication, je ferai prochainement une vidéo dédiée, en termes de troubles sensoriels ou encore en termes de compréhension des repères visuels. C'est-à-dire le fait de décoder les informations visuelles pour en comprendre le message. On adaptera les consignes en fonction des capacités de la personne. Pour vous donner un exemple concret, prenons deux pièces, le salon et les toilettes. On est d'accord que l'une de ces deux pièces a une fonction hyper claire, alors que l'autre peut servir à plusieurs choses. Ah, vous attendiez à ce que je fasse le con dans les toilettes, hein? Franchement. Les toilettes sont structurées de telle manière que la fonction est claire. C'est fait pour uriner ou aller à la selle et vomir en cas de beuverie. Mais il faut que cette fonction soit apprise à l'origine. C'est vrai, on sait que c'est dans les toilettes qu'on urine et pas dans l'évier, sauf en cas de beuverie. Parce qu'un jour, nos parents nous y ont mis lorsqu'il fallait nous y mettre. Et on répétait ça plusieurs fois. On a conscientisé le fait de faire nos besoins dans les toilettes. Mais si un enfant en bas âge apprend à faire ses besoins, par exemple dans un seau, et que jamais il ne le fait ailleurs, le jour où on l'emmènera aux toilettes, la fonction de cet espace lui échappera totalement. Oh non, j'ai encore fait chez Kemat. Oh, ça me saoule. Et pour le salon, selon les usages, il peut y avoir une multitude de fonctions, que ce soit pour regarder la télé. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Que ce soit pour jouer, pour lire, etc. Donc pour aider les personnes avec TSA qui ont des difficultés à conscientiser les fonctions des espaces, on va utiliser différentes stratégies, différents indices. Pour le faire, il y a plusieurs possibilités. Ça dépendra des compétences de la personne pour qui on va le faire. On y reviendra plus tard. Ça va du simple fait de dégager l'espace pour réaliser l'activité ou la tâche demandée, le rendre lisible, visible. Par exemple, on ne va pas demander à une personne de s'installer pour manger alors que la table n'est clairement pas prête à recevoir le repas. À table. Voilà. Bon appétit. Ou encore la possibilité de symboliser l'espace grâce à des pictogrammes ou des petits écriteaux. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'elle permet de visualiser l'espace, mais aussi de donner plusieurs fonctions au même espace, à des moments différents. L'important, c'est de donner les bonnes informations pour produire ce qui est attendu. Pour donner les bons indices, il faut prendre en compte les compétences de la personne. Pour ça, il faut connaître ses capacités en termes de communication. Je ferai une vidéo dédiée aux troubles de la communication.
Mais dans les grandes lignes, il est possible d'utiliser plusieurs sortes d'affichage, que ce soit des pictogrammes ou encore des encarts écrits. Et donc pour conclure, comme on l'a vu, pour les personnes avec TSA, le décodage de l'environnement peut être très complexe. L'espace psychique est fait d'expérimentation de son environnement. Mais chez les TSA, cette expérimentation, cette exploration peut être faussée pour différentes raisons. Donc, il faut les aider à comprendre leur environnement, leur espace physique, pour qu'ils puissent les intégrer à leur espace psychique, à leur fonctionnement. On entre ici dans la seconde partie de la vidéo, dans laquelle je vais essayer de répondre à la question « C'est quoi la structuration du temps ?» La structuration du temps, c'est un concept un peu compliqué à expliquer avec des termes très simples. Mais je vais quand même essayer. Ok. Tu vas y arriver? Ouais, ça va le faire. La structuration du temps, c'est donner un sens au temps, à l'organisation, à l'enchaînement de nos actions. C'est faire des choix, tant sur l'action elle-même que sur sa durée. Ben voilà. Merci. C'est par exemple quand on se dit que 3 livres qui font entre 500 et 700 pages chacun peuvent représenter ensemble une trilogie de 12 heures et 6 minutes de film, qu'on en fait une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Et que la même personne qui a réalisé ces films se dit qu'un livre d'environ 380 pages peut également représenter une trilogie de 9 heures de film. Ouais, je sais, je fais une fixette là-dessus. Je me sens desséché, un peu comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. La structuration du temps, c'est un principe qu'on met en place pour plusieurs raisons. La principale, c'est l'autonomie. Bonjour. Dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel, j'utilise un agenda. Agenda papier pour le travail et sur le téléphone à titre personnel. Alors faites comme moi, prenez un agenda. Un agenda, un planning, un emploi du temps, ça nous sert à nous organiser, à ne pas oublier les étapes de notre journée. Eh bien, c'est l'utilisation d'un outil pour structurer notre temps. C'est exactement le même principe pour les personnes avec TSA. J'utilise généralement 2 termes pour parler d'un même outil qu'on utilise avec les TSA, à savoir le planning et l'emploi du temps, parce que en fonction de la structure, de l'endroit où c'est utilisé, en fonction du professionnel, on va entendre un terme ou l'autre. Mais on parle de la même chose. On va utiliser ici un planning visuel. Il existe des plannings collectifs, mais comme pour la structuration de l'espace, les capacités de communication sont à prendre en compte dans le choix de l'outil et la manière de le mettre en place. Pour exemple, on peut installer une bande verticale sur laquelle on disposera des pictogrammes, des photos ou des mots représentant les activités dans l'ordre d'exécution. On peut en mettre plusieurs à la suite, en fonction des capacités de la personne, que ce soit 4, 5, 6 activités ou même une demi-journée d'activité, voire même une journée complète d'activité. Alors, il y a différentes stratégies d'approche pour apprendre l'utilisation d'un planning visuel. Il est possible de montrer à la personne où se déroule l'activité en l'installant et en lui donnant le pictogramme de l'activité sur place, ou bien lorsque la personne prend ou voit le pictogramme sur le planning en l'accompagnant sur le lieu de l'activité. Si une structuration de l'espace est mise en place en même temps, avec la répétition, la personne apprendra que tel pictogramme, telle photo ou que tel mot correspond à une activité précise dans un lieu précis. Par la suite, il est possible de structurer le temps de l'activité elle-même. En effet, il est tout à fait possible de mettre en place un minuteur, ce qu'on appelle un timer, pour déterminer, délimiter le temps d'une activité. Il existe aussi des outils pour apprendre à attendre. J'ai décidé de lier ces 2 thèmes en une seule vidéo parce qu'ils sont souvent étroitement liés. En effet, on l'a vu, la structuration du temps de type planning renvoie à des activités et ces activités vont se dérouler dans des lieux qui pourront être structurés en termes d'espace. La mise en place d'une structuration de l'espace adapté et d'une structuration du temps adapté peuvent être faits simultanément. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la structuration de l'espace et du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo aura pour thème les troubles du comportement. J'essaierai de faire une vidéo assez complète parce que le sujet, encore une fois, est très vaste et très intéressant. D'ici là, je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé, un like, ça fait plaisir, et un commentaire pour me dire ce que vous retenez de cette vidéo, ça m'intéresse. Et aussi, si vous l'avez aimé ou pas.
Parce que, comme l'a dit Michel Gérard Joseph Coluccini, je suis capable du meilleur comme du pire, et dans le pire, c'est moi le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao. Santé, mais pas des pieds.